Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce premier épisode des histoires des terrains verts. Cette émission ne sera pas sur l'actualité du football, Pour ça, tu télécharges une application, Nous, on va se consacrer sur l'histoire du foot avec un grand H. Ça peut être sur un joueur en particulier ou une équipe en particulière ou même d'un match. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, j'ai décidé de vous parler de l'équipe du Zaïre de 1972 à 1974. Avant de parler de cette équipe, je vais devoir vous parler un petit peu du pays en lui-même, le Zaïre. En 1960, la Belgique libère le Congo belge et qui devient officiellement la République du Congo. Alors qu'elle entame sa première république, en 1965, un coup d'état éclate. À sa tête de ce coup d'état, le colonel Joseph Mobutu, qui, grâce à ce coup d'état, devient entre guillemets le président de la République du Congo. Il change de nom pour l'occasion et se fait maintenant appeler Mobutu Sese Sekuku Nembonu. Bon, en ça, voilà. Et c'est un nom qu'il a repris de son grand-oncle. Il a créé une monnaie en 1967 qu'il appelle le Zaïre, et en 1971, il renomme totalement le pays, il l'appelle définitivement le Zaïre. Il restera à la tête du Zaïre jusqu'en 1997, soit donc 32 ans de règne. Et autant vous dire qu'il a enchaîné tous les clichés sur les dictateurs. Il s'est enrichi sur le dos de tout le monde, sa fortune est estimée entre 5 et 6 milliards de dollars, il a ruiné le pays, il a dévilé un peu partout, bref, le mec c'est un dictateur. Sur 20, haha. Si aussi ce mec est resté aussi longtemps au pouvoir, c'est parce qu'il a eu le soutien de grands pays puissants, genre par exemple les USA, la Belgique, la France. Bah, vous étonnez pas, c'est pas la première fois que nos présidents font ami-ami avec les dictateurs avant de les lâcher, voire même de les buter pour avoir l'opinion du peuple favorable. Enfin bref, revenons à nos moutons. Dans les années 70, il a aussi lié des liens avec la Chine et la Corée du Nord, décidément que des pays sympathiques. Enfin bref, voilà un peu le personnage du colonel Mobutu. Ah, et pour couronner le tout, c'est aussi un pédophile, puisqu'il s'est marié avec une jeune de 14 ans, Marie-Antoinette Jimban... Enfin, ça, voilà. Et lui, il en avait 25 pendant le mariage. Ils ont eu 8 enfants ensemble. Ouais, on en est là, les gars. Enfin, vous connaissez maintenant l'histoire de ce mec. Maintenant, passons au sujet principal de cette émission, l'équipe du Zaïre de 72 à 74. Pendant cette période, l'équipe du Zaïre va connaître ses plus belles années footballistiques de son histoire. Tout commence en 1972 pour les phases de qualification pour la Coupe du Monde de 1974 qui se déroulera en Allemagne de l'Ouest. L'équipe passe facilement le premier tour en battant le Togo, le Cameroun et le Ghana. Ils se qualifient donc pour le tour final où ils affronteront la Zambie et le Maroc sous la forme d'un petit championnat. Le Zaïre finit premier et donc se qualifie pour la première fois de son histoire à la Coupe du Monde. Ainsi, le Zaïre devient le deuxième pays d'Afrique à se qualifier pour la Coupe du Monde et le tout premier pays d'Afrique noire à se qualifier. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, quelques mois plus tard, en mars 1974, le Zaïre remporte la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, en Égypte, en battant la Zambie sur le score de 2-0, un doublé de Moulamba. D'ailleurs, retenez ce nom, on va en parler plus tard. Bilan de tout ça, le Zaïre s'est qualifié pour la Coupe du Monde 1974, ils sont champions d'Afrique, et ils ont le meilleur buteur de toute l'histoire de la CAN, Moulamba. Avec 9 buts en une seule CAN, il est actuellement le meilleur buteur en une seule édition. Un peu comme Juste Fontaine pour la Coupe du Monde, si vous voulez. Autant dire qu'à ce moment-là, la popularité des joueurs est au son maximum dans le pays. D'ailleurs, Mobutu le grand malade ne s'en privera pas pour jouer de la notoriété de ses joueurs pour faire des affiches de propagande dans tout le pays, comme celle-ci. Après la victoire à la CAN, Mobutu avait promis une prime de match pour tous ses joueurs. Mais les mois passent, la Coupe du Monde commençait et aucun des joueurs n'a touché un seul centime de cette fameuse prime. Du coup, pour protester, les joueurs ont décidé de faire grève. Comme quoi on n'était pas les premiers à faire grève. Quoique non, je vais pas en parler, ça va vite m'énerver. Enfin, grève, c'est un bien grand mot, puisqu'en fait, ils vont juste lever le pied pendant les matchs. Et ben disons que ça n'a pas loupé. Ils perdront tous leurs matchs, dont un cinglant 9-0 face à la Yougoslavie. Autant vous dire que quand ils sont rentrés au pays, ils sont passés de héros à paria. Depuis cette épopée, le Zaïre n'a plus fait partie des pays influents du football africain. Ils se qualifieront pour 2 CAN, en 76 et en 88, mais se feront éliminer à chaque fois dès le premier tour. Ceci donc conclut la fin de l'épopée du Zaïre. Mais pas cette vidéo! J'ai encore des trucs à dire. Vous vous souvenez de Moulamba? J'ai encore des trucs à dire sur lui. Parce qu'après la Coupe du Monde, sa vie est devenue un enfer. Alors qu'après la Coupe du Monde, il devait signer au PSG, le dictateur lui dit non, tu restes au pays, sinon je vais péter la gueule. Bon, en vrai, il lui a pas dit ça, mais à mon avis, ça devait y ressembler un petit peu. Du coup, il finira toute sa carrière au AS Victoria Club, un des clubs les plus importants du pays. Mais attendez, c'est pas fini. Parce qu'en 94, alors que Moulamba reçoit de la part de la CAF, non pas celle-là, voilà, la Confédération d'Afrique de football, une médaille pour l'ensemble de sa carrière. Alors qu'il était chez lui en train de montrer la médaille à son fils tout fier, des militaires débarquent chez lui et lui dit clairement « Bon voilà, Mobutu, il veut que tu lui donnes la médaille, allez fais ça ». Ce que Moulamba répond « Non, c'est la mienne et je la garde ». Les militaires disent « Ok ». Les militaires ont tiré sur lui et son fils. Après les coups de feu, Moulumba, gravement blessé et a perdu connaissance, les militaires ont pris son corps et le jetaient depuis un pont. Heureusement, 2 personnes qui passaient par là l'ont sauvé et l'ont reconnu grâce à son uniforme qu'il portait. Il fut transféré dans un hôpital où le médecin lui a offert une rééducation complète en Afrique du Sud. Quant à son fils, il est resté 2 semaines dans le coma avant de mourir définitivement de ses blessures. Après sa rééducation, Moulumba restera le reste de sa vie en Afrique du Sud, où il vivra longtemps dans ce qu'on appelle des tower ships, désolé pour l'accent.
un terme utilisé par les Sud-Africains pour désigner un quartier pauvre, sous-équipé et réservé évidemment aux non-blancs. Pendant cette période, il pratiquera le métier de car-park, désolé encore pour la prononciation, un métier consistant à rester dans les parkings pour vérifier que personne ne se fasse voler sa voiture. Sa rémunération, il ne la devait qu'à la reconnaissance de ses propriétaires de ses voitures. C'est un métier qui est beaucoup pratiqué par les pauvres en Afrique du Sud. Mais en 2009, il reçut le coup de pouce du destin qui l'attendait. Il rencontre une Sud-Africaine, décidément, j'arrive pas. Une Sud-Africaine qui va l'aider et qui deviendra sa femme quelques mois plus tard. Il est récompensé par Sepp Blatter, le président de la FIFA à l'époque, la Fédération internationale de football HCHN, pour là aussi l'ensemble de sa carrière. Actuellement, il est entraîneur bénévole pour des clubs d'Afrique du Sud. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si vous avez appris des choses, c'est le plus important. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à laisser un j'aime, à commenter, négativement ou positivement, tant que c'est constructif. Nous on se dit à la prochaine pour un prochain épisode, et vous inquiétez pas, ça sera beaucoup moins triste que cet épisode. Allez, ciao!